Bienvenue à tous. 2023, nouveau rendez-vous électoral au Bénin, les législatives. Première élection du second quinquennat de Patrice Talon, la quatrième depuis qu'il tient les rênes du pays. Elle se déroule là avec ce que d'aucuns appellent le Sénat, nouvelle formule, le CE, le Conseil électoral, plus précisément. Une structure née de la dernière modification du code électoral, mais suffisant pour un scrutin exempt de heurts, donc des plus apaisés, regard croisé d'un politique et d'un professionnel des médias. Tellement de débat. Conseil électoral, l'organe de rêve pour un scrutin des plus crédibles. Instant débat donc tout de suite et maintenant en notre compagnie, Meda Poncenon, juriste, il est acteur politique, membre fondateur de l'UP, l'Union progressiste, soutenant les actions du régime au pouvoir. Monsieur Meda Poncenon, bonjour. Bonjour, monsieur Joël. Merci de répondre à notre invitation. C'est à moi. En face de vous, comme annoncé, un professionnel des médias. Il n'est plus à présenter. Marcel Zoumenon, c'est son nom. Journaliste, il est analyste. Marcel Zoumenon, bonjour à vous. Bonjour Joël. Et merci de répondre à notre invitation. Avant d'aller dans le vif du sujet, je m'en voudrais de vous pas vous poser une question qui taraude bien des esprits depuis ce matin. Oui, est-ce vrai, monsieur Marcel Zoumenon, que la levée d'interdiction de la parution du quotidien qui longtemps aura manqué dans les kiosques, oui, la Nouvelle Tribune, bientôt de retour? Oui, tout à fait. Une très bonne nouvelle. Je confirme l'information. En attendant que la voix autorisée, la plus autorisée, celle de Vincent Folly, puisse venir ici vous le confirmer. On avait déjà depuis hier eu dans les coulisses cette information. Et un courrier de la HAC l'a notifié officiellement au directeur de publication. Et donc, la Nouvelle Tribune peut revenir sous sa forme classique, la version papier du journal peut revenir. Alors, chers téléspectateurs, en France, c'est facile, oui. Très bientôt, vous aurez encore la Nouvelle Tribune en main propre pour le parcourir. Et peut-être bientôt, vous écouterez à nouveau Soleil FM. En tout cas, tout finit pas fini. Merci pour la confirmation de la nouvelle et pour ceux qui nous réunissent ce matin. Mesdames, Messieurs, lentement, mais sûrement, les choses se mettent en place pour 2023. Un autre rendez-vous électoral pour les Béninois. Comment ceci se passera-t-il? En tout cas, la structure qui aura désormais l'insigne honneur de conduire l'organisation à un nom, un visage. Monsieur Meda Poncenon, le Bénin qui ne manque pas d'innover. Merci Joël. Je pense que c'est un sujet intéressant, tout simplement parce que comme c'est une innovation, bien entendu, d'aucuns te posent des questions sur quel est le visage de cette institution-là qui doit s'occuper d'organiser les élections pour les prochaines échéances. Et ceci jusqu'à une nouvelle réforme. Voilà. Ok. Oui, cette zone, je reviens vers vous. La même question, oui, de l'innovation, ça ne manque pas. Oui, tout à fait. À partir du moment où on tend vers la perfection, on veut améliorer, je crois qu'il faut innover, il faut réformer. Et donc, là-dessus, le fait de passer de la Sénat au Conseil électoral, je trouve que c'est une innovation, mais c'est à l'épreuve qu'on verra l'efficacité de ces réformes. Mais ce que je peux dire, c'est que d'entrée, c'est que il n'y a pas que le Conseil électoral, il y a la direction des élections qui me paraît comme le bras technique qui va faire le travail beaucoup plus que le Conseil électoral qui, selon moi, fonctionnera un peu comme un conseil d'administration. Donc, il faut les deux ensemble. Il faut le directeur des élections qui va nommer des cadres techniques sous tutelle. Il faut tous ces ensembles-là et voir comment mettre tout cela en musique et pour pouvoir réellement voir l'efficacité de cette réforme. Pour le moment, c'est un peu trop prématuré de dire c'est une mauvaise ou bien une bonne réforme. Mais ce que je constate, c'est qu'on a scindé en deux organes, le Conseil électoral et la direction des élections. Alors, oui, c'est ce qui est fait sur papier, la forme opérationnelle pour mieux apprécier, c'est dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années. Mais déjà, beaucoup de craintes parce que à la tête du Conseil électoral, un homme,
un an. L'ancien ministre de l'Intérieur. Oui, M. Beda, concernant, face à ces rumeurs, ces bruits de bottes, quel est le regard du juriste, mais aussi du politique? D'abord, il faut souligner, comme mon cher René vient de le faire, en réalité, beaucoup pensent que la Sénat n'existe plus, ça a été remplacé par le Conseil électoral. C'est une erreur. En réalité, la Sénat existe toujours. Seulement qu'elle a subi une transformation qui l'a scindée en deux, comme l'a dit M. Zoumenou, le Conseil électoral et la direction générale des élections. Alors, on ne peut quand même pas interdire aux gens d'exprimer les craintes. Mais moi, personnellement, de mon point de vue politique et juridique, je pense quand même qu'on a un organe un peu plus ou moins, je vais dire, solide pour conduire quand même un scrutin. C'est vrai, on ne peut pas dire que les scrutins n'étaient pas crédibles. On a eu depuis un certain moment des élections crédibles. Mais comme l'a souligné M. Zoumenou, nous sommes dans la perfection. Alors, des craintes, moi je pense qu'il faut dissiper ces craintes par plusieurs arguments. Allons-y. On est là pour ça. Quand je prends aujourd'hui la Sénat, dans sa forme nouvelle, c'est-à-dire Conseil électoral et la direction générale des élections, je vais aborder l'efficacité de cette institution sur 3 points. D'abord, de par sa composition. Oui. Si vous prenez la composition actuelle de la Sénat, c'est vrai, comme l'a souligné M. Zoumenou, le Conseil électoral constitue en quelque sorte l'organe en réalité de direction de la Sénat. Alors, c'est composé de 5 membres. Et contrairement à ce qui s'observait, vous devez constater qu'il y a un qui est désigné par les magistrats au cours d'une assemblée, un qui est désigné par le Parlement, minorité et majorité, et un qui est désigné par le président de la République et un par le chef de file de l'opposition. Vous voyez, quand je vois sa composition, je me demande si cet organe ne peut vraiment pas être indépendant. Si je prends le cas, celui qui est désigné par le magistrat, il est tenu de rendre compte au magistrat, puisqu'il n'est pas nommé, il est élu par une assemblée générale. Si je prends le cas du chef de file de l'opposition, sauf les cas de mariage incestueux, comme le président l'a souligné plusieurs fois, je ne vois pas quelle collaboration il doit avoir avec ce chef de file d'opposition et celui qui est désigné par le chef de l'État pour que les élections ne soient pas crédibles. Puisque lui, il est allé là-bas pour défendre les intérêts de l'opposition dont il est membre. Vous voyez. Donc si je prends déjà celui qui est désigné par le chef de file de l'opposition, celui qui est désigné par le magistrat, vous voyez, ça fait déjà 2 sur 3 qui sont, bien entendu, des corps qui ne sont pas qui n'accompagnent pas forcément la mouvance présidentielle. Alors, pour apprécier cet organe actuellement, les gens se fondent sur le fait qu'il n'y a que bien l'UP au Parlement. Mais je dis aussi que c'est une question de temps. Pour les élections à venir, on va assister quand même qu'on aura des partis de l'opposition à l'Assemblée qui peut être minoritaire ou majoritaire. Et à partir de cette figure-là, vous devrez constater que même dans ceux désignés par le Parlement, il y aura même quelqu'un de l'opposition. On a parlé des chefs de file de l'opposition qui n'est forcément pas être la minorité parlementaire, qui peut être également de l'opposition. Donc il peut arriver qu'on puisse se retrouver dans ce conseil un chef de file de l'opposition, l'un des parlementaires désignés qui soit également de l'opposition, plus maintenant, vous voyez, celui qui est désigné par les magistrats. Ce qui va faire l'équilibre. On sait que le chef de l'État est tout puissant. Celui qui l'a désigné peut, à son image, être aussi puissant. Mais je pense avec ses contrepoids, eh bien, cet organe pourra jouer à bien son rôle. C'est pourquoi je parle de la composition. Oui, l'analyse que vous faites est-elle valable pour 2023 ? Pourquoi pas ? Ok. Tout à fait. Avant de revenir sur peut-être certains aspects, oui, M. Marcel, justement, parlant de cette composition, sa configuration, les Béninois doivent se calmer. Bon, les Béninois vont se calmer. Bon, je ne sais pas trop, mais d'abord, moi, je voulais dire que si on regarde les problèmes actuels qu'on a sur le plan politique, le problème de la Sénat, pour moi, n'est qu'une infime partie des problèmes qu'il faut régler. Et donc, la fixation, même sur la Sénat, me gêne parce qu'en réalité, j'ai entendu plusieurs fois l'ancien président de la Sénat, M. Tiano, dit, mais nous, en réalité, on ne fait qu'appliquer les lois
l'Assemblée a voté. Et donc, si on s'en tient à cela, la Sénat n'est pas pour autant un problème. En tout cas, pour moi, ce n'est pas pour autant un problème, puisque même si on envoyait les hommes les plus vertueux parmi les 5, si c'était les 5 béninois les plus vertueux qu'on avait désignés, ils se trouvaient face à la réalité d'aujourd'hui qui fait que depuis quelques années, il n'y a plus un parti d'opposition qui exerce librement ici. Et donc, ils feront avec ce qu'ils auront en main. Et donc, c'est ça le problème. Donc, il faut repartir plus loin. Il faut repartir plus loin pour dire que nous sommes partis d'un référentiel qui est un référentiel totalement faussé. C'est le référentiel des élections législatives de 2019. Et tout ce qui est venu après, pour moi, c'est des institutions qui sont sorties de l'esprit démocratique. Parce que quand vous prenez aujourd'hui, que ce soit l'Assemblée elle-même, composée que des députés de la majorité présidentielle, cette Assemblée n'a produit que des institutions qui lui ressemblent. Et c'est normal. Vous n'avez jamais vu un bœuf qui donne naissance à des coqs, à des poussins, c'est pas possible. À partir du moment où l'Assemblée elle-même est une Assemblée monocolore, vous ne devez pas être surpris de voir que toutes les institutions qui émanent de cette Assemblée soient aussi monocolores qu'elle. Alors, quand vous regardez la composition actuelle de cette Sénat, comme l'a dit monsieur Méda, voilà, mon vis-à-vis Méda, effectivement, les 5 proviennent de 2 ou 3 horizons différents. D'abord de l'Assemblée, 2 de l'Assemblée, majorité et minorité, et puis représentant des magistrats, et 1 qui est désigné par l'opposition, et 1 qui est désigné par le chef d'État. Quand vous regardez ça tel que c'est conçu, c'est génial. Mais vous devez savoir, et mon vis-à-vis doit savoir, il est juriste, il sait ce que, quand on parle des tests, on parle de la lettre et de l'esprit des tests. Et donc, quand je regarde très bien cette composition qui, sur papier, me paraît assez géniale, assez cohérente, mais dans la pratique, quand vous fouillez très bien, vous vous rendez compte que les 5 qui y sont, à la décharge peut-être de celui de l'opposition, les 4 ou 5 sont de la majorité présidentielle. D'abord, les 2 qui proviennent de l'Assemblée sont de la majorité présidentielle. Et puis, vous savez, j'ai fait ce débat plusieurs fois sur le cas spécifique des FCB que j'ai toujours considéré comme un parti qui n'est pas réellement de l'opposition. Et donc, vous maintenez votre position. Elle ne peut pas varier, puisque je pars d'un référentiel qui est le législatif de 2019. Okay, on continue. Et qui a faussé tout ce qui est venu après. Même la dernière présidentielle a été influencée par ce référentiel-là. Et donc, vous allez voir que tous ces acteurs sont du même milieu. Quand vous prenez celui qui est désigné par les magistrats, c'est quand mon ami a commencé par parler que je me suis rappelé des confidences que m'a fait un des magistrats qui était dans la salle et qui voulait compétir le jour-là. Et vous peut retenir cette confidence dit simplement que ceux qui ont voté pour celui qui a été désigné majoritairement sont les magistrats retraités. Et que ça insinue? Non, ça insinue que, pour être plus précis, ça insinue que lui, il a été peut-être déjà informé que c'est lui. Et lui, il a dû battre campagne auprès des... Puis on m'a dit qu'il a même des magistrats qui ont déjà 20 ans, 30 ans de retraite et qui sont revenus dans la salle pour voter. Et donc, ça veut dire qu'il y a un travail qui a été fait en amont pour non, c'est qu'en réalité, s'il y avait une possibilité pour les magistrats uniquement en service de voter, ça ne donnerait pas ça. C'est qu'on a eu. Voilà. Donc, ça veut dire que des gens ont dû travailler en amont pour anticiper sur ça. Donc, c'est ça. Et donc, quand vous regardez tout, moi, les personnes ne me posent pas de problème, mais c'est la manière dont ils ont été désignés qui me pose problème. Je ne suis pas sûr qu'on a 5 personnalités assez indépendantes
et des personnalités qui viennent d'horizons différents, au point où on peut être confiant qu'il peut y avoir de la contradiction ou même de la surveillance. Parce qu'il ne faut pas oublier que les premiers législateurs, ceux qui ont conçu le code électoral de 2013 qui a donné naissance à la Sénat permanente, celle qui vient de finir son mandat, le souci était d'avoir dans cette Sénat l'opposition et la mouvance, pour que les gens puissent se surveiller. Parce que vous devez vous rappeler que dans ce pays, on a fait des années, a fait des débats sur le fait que l'opposition veut contrôler, veut faire magouille, de la mouvance qui veut contrôler, qui veut faire magouille. Et donc, pour régler ce problème, ils ont pris la décision que, au moins, venant de l'Assemblée, qu'il y ait l'opposition et la mouvance. Mais malheureusement, avec les fameuses élections de 2019, il n'y a plus l'opposition présente à l'Assemblée. Donc, ça pose un problème. Et moi, je me dis que cette institution n'est pas une institution qui peut garantir la contradiction en son sein et ne peut pas garantir la sincérité. La sincérité même des élections, puisqu'ils sont tous du même côté et ne regarderont que dans la même direction. La question de sincérité, ça tient quand même à cœur. L'appel des hommes est unanime, qu'on puisse tourner la page de ces élections très douloureuses. Monsieur Moussenon, pour y arriver, on fait comment? Lorsqu'on a une configuration comme celle-là, qui est désormais acquise, on ne peut rien contre. Est-ce qu'on peut agir autrement? Avant de répondre à ta question, je voudrais dire juste un mot rapidement sur ce que M. Zoumen vient de dire. Je suis quand même surpris d'entendre M. Zoumen dire comment le magistrat a été désigné. Alors, je me demande si, pour être désigné, il ne faudrait pas que le candidat bat de campagne. C'est normal, non? Vous voulez vous faire désigner par une assemblée. Vous ne pouvez pas aller vous coucher chez vous pour être désigné. Donc, dans le test, est-ce qu'il a interdit que les retraités viennent voter? Non, je n'ai pas dit que c'est interdit. Et ils viennent voter, ça ne pose aucun problème, puisqu'ils sont libres de voter pour qui ils veulent. Pourquoi celui qu'on aurait souhaité à la place de celui-là ne peut pas mettre campagne aussi pour se faire désigner? Puisqu'on a dit une élection. Pour une élection, il faut faire des campagnes. Donc, moi, je ne vois aucun mal à cela que les gens viennent voter pour X ou Y. Non, tout à fait. Quand je viens de le souligner, les réformes ne sont pas faites pour aujourd'hui et pour demain, mais c'est pour l'avenir. Et justement, parlant de l'avenir... Nous ne devons pas perdre cela de vue, parce que quand M. Zoumen parle, je constate qu'il ne parle que d'aujourd'hui, là où nous sommes tout de suite. Alors que nous, en faisant ces réformes, ce n'est pas seulement pour aujourd'hui. J'ai dit, là, je suis d'accord. On va à une élection en 2023. Si l'opposition se bat pour avoir des députés à l'Assemblée, si elle rentre à l'Assemblée, la configuration peut changer. L'opposition peut avoir des députés. Ils peuvent être minoritaires, mais avoir des députés, ils vont désigner un représentant. Tout à fait. Au niveau de ce conseil-là. Et le chef de l'opposition a également envoyé un représentant. Pour le représentant, il y a deux pour l'opposition. Alors, 2023, et tout ça, c'est un peu après 2023. 2023, avec cette configuration et les analyses faites par chacun d'entre vous, est-ce qu'on peut avoir des gens qui se montreront suffisamment indépendants pour faire le travail de sorte qu'il n'y ait pas des remous comme ceux à quoi on a assisté de par le passé. On a vu des gens indexer la Sénat dans l'organisation. Et ce qui a suivi par la suite, on l'a connu. Et le Bénin ne veut plus vivre de ça. Quelle certitude on a? On fait comment pour rassurer les uns les autres, ceux qui ont quelques craintes dans ce sens? Comme je le dis souvent, soutient les actions de gouvernement ne voudra pas dire qu'on accepte systématiquement tout ce qui vient de ce gouvernement-là. Qu'est-ce que ça? Je peux vous dire qu'il y a des gens qui sont députés, qui sont UP ou BR, on ne peut pas dire que les députés n'ont plus leur conscience et ils n'agissent que sous l'effet des actions provenant d'autrui. Non. Ceux qu'on a désignés au sein de ces conseils, ils savent. Vous nous donnez une bonne nouvelle là. Ils savent quelles sont leurs responsabilités et quels sont leurs rôles. Bon, demain, ils seront devant l'histoire. Donc, ils ont intérêt à travailler à ce que les élections soient une élection comme cela a été par le passé, transparente.
Voilà. Monsieur Marcel, maintenant on est en analyse et vous avez fait tout ça, pris l'engagement de dire les choses telles qu'elles sont, parce qu'il faut parfait et aller de l'avant et ne pas avoir les mêmes problèmes. Monsieur Ponsamo a clairement signifié tout à l'heure l'indépendance de chaque élu. Mais on s'est rappelé, dans un passé pas si lointain, des députés à corps et à cri devant micro et caméra qui ont clamé vouloir accorder le parrainage à tel et n'ont pas pu le faire pour certaines difficultés. Le Bénin veut vraiment tourner la page. La certitude ou l'engagement de chacun à pouvoir faire les choses avec beaucoup de détachement, on peut y arriver. Oui, et je crois que c'est là que je rejoins monsieur pour dire que aujourd'hui, quand on regarde les choses, on peut avoir le courage de se dire qu'on a beaucoup reculé. Mais que demain, le fait qu'on peut penser que demain irait mieux, je crois que nous tous, nous souhaitons cela, et que ce soit homme politique ou de quelque bord que ce soit. Je crois qu'il faut qu'on ait le courage de dire que nous tous, nous aspirons au bien-être, nous aspirons au progrès. Et donc, que la démocratie béninoise, qui est aujourd'hui, comme je le dis, dans des ravins, puis sortir de ces ravins, je crois que tout le monde en bénéficiera. Donc, mais, et comme il a dit effectivement, quand nous laissons le référentiel de l'élection de 2019, c'est de bonnes réformes. S'il n'y avait pas eu cette élection où l'opposition était exclue, je ne viendrais pas faire ce genre de débat ici, je ferais un autre débat. Et donc c'est là que je dis qu'il a raison. Mais avant de dire cela, je voudrais rappeler que cette Sénat-là aura géré les prochaines élections législatives et la prochaine présidentielle. Ça veut dire que les acteurs qui sont eux tous, comme je viens de vous montrer, tous du même bord, c'est eux qui vont organiser ces élections. Ça pose un problème. Mais lequel? Quel problème ça pose? Il y a trois éléments qui entrent en ligne de compte pour une élection. Il y a les lois, il y a la structure organisatrice et il y a l'arbitre. Oui. À ces trois niveaux, pour les lois, c'est les lois qui ont donné naissance à cette Sénat. Oui. Et ça pose problème. Si vous avez la structure organisatrice qui n'est pas assez efficace, assez performante, il y aura des problèmes. Et si vous n'avez pas un arbitre qui est suffisamment indépendant, l'arbitre, c'est la Cour constitutionnelle. Il y a problème à ce niveau. J'ai envie de dire qu'à ces trois niveaux, il y a problème. J'ai bien envie de cela. C'est vrai que le débat aujourd'hui, ce n'est pas la Cour constitutionnelle, ce n'est pas les lois. C'est sur la structure organisatrice. Oui. Mais j'ai dit, il y a deux choses. Il y a la personnalité de ceux qui entrent. Et il y a leur origine. Et je viens de vous dire que l'origine pose problème. Maintenant, il y a le deuxième élément, c'est la personnalité. Et si nous mettons dans la personnalité, nous analysons, nous pouvons voir aussi les expériences. Sur les 5, il y a le ministre Akalafia qui a fait, je ne crois pas qu'il ait fait la Sénat, mais je sais qu'il a fait le COS-LEPI. Et donc, il y a une pratique dans ce genre de choses. Sur les 4 autres, je crois qu'il doit y avoir un ou plus qui ait fait une Sénat. Et le ministre Abiola, je ne crois pas qu'il ait fait une Sénat. Le président Assogba, qui est désigné au nom des magistrats, je ne crois pas, en tout cas, sous réserve de vérification, qu'il ait fait une Sénat par le passé. Et donc, il n'y a pas beaucoup parmi eux qui aient l'expérience dans ce genre de trucs. Mais c'est vrai aussi qu'il n'y a pas une école pour dire il faut aller dans telle école pour apprendre à organiser les élections. C'est des cadres compétents, ils pourront jouer là. Mais si on avait parmi les 5 des gens qui avaient déjà un passé suffisamment solide, une expérience suffisamment solide pour permettre de dire ils sont déjà restés une fois dans cette structure, ça pouvait nous permettre de dire bon, on a déjà expérimenté. Mais je vois que sur les 5, il y a seulement une seule personne qui peut se targuer d'avoir côtoyé ces gens de structure. Donc il y a un problème à ce niveau aussi. Ils vont sûrement tâtonner et peut-être les cadres de la maison vont les aider. Donc il y a tout ça là qui joue, parce que dans toute chose il faut de l'expérience. Quand vous avez l'expérience, vous n'agirez pas comme celui qui a ses premiers débuts. Donc moi je crois qu'à ce niveau, on n'a pas, au-delà du problème de leur origine, il y a aussi le problème de leur expérience. Mais je me dis qu'ils vont se mettre à la patte et on va voir comment ça va se passer. Et donc, pour me résumer, je dis que nous avons des gens qui sont majoritairement d'un côté, et sur le plan de leur expérience, de leurs compétences,
je vais leur donner 50-50, quoi. Et donc, on va voir. Attendre de voir. Voilà. Alors, ce qui revient, puisqu'on est à un carrefour, c'est surtout cette composition. Oui, le magistrat, sous réserve, une certaine neutralité. Au niveau des représentants de l'Assemblée, deux, tous soutenant les actions du régime, un de désigné par le chef de l'État, ça fait trois, le chef de file de l'opposition qui désigne un. Donc, en termes d'équilibre, la majorité peut se frotter les mains. Équilibre sur les 5, peut-on dire. Alors, on n'organise pas une élection pour perdre, mais pour l'emporter. Et il y a les législatives en vue, ensuite la présidentielle qui suivra, que cette structure aura organisé. Politique que vous êtes, et certainement vous aspirez à vous revoir en grand nombre à l'Assemblée. Là, c'est vers le politique que je viens. Voyez-vous vraiment une certaine chance pour l'opposition, avec ce qu'on connaît comme situation qui est la sienne aujourd'hui, pour pouvoir tirer son épingle du jeu? Merci Joël. Je voudrais d'abord préciser que pour les élections législatives de 2019, je fais partie de ceux qui pensent qu'on n'a pas exclu l'opposition, mais l'opposition s'est exclue elle-même par sa malorganisation. On a fait le débat déjà une fois. Mon vis-à-vis, on a pas lancé un autre débat. On ne va pas refaire ce débat-là. Si on va faire ce débat, on ne traitera pas le sujet. Je pense que on a quand même envoyé des gens qui, par le passé, ont montré quand même leur probité, de par les postes qu'ils ont occupés. Quand je dis probité, leur souci de bien faire ce qu'on leur confie. Alors, moi, je ne les vois pas en tant que... Ils ne sont pas là-bas, c'est vrai qu'on les a désignés, mais quand ils sont assis dans le fauteuil, quand je prends le président, par exemple, je ne le vois pas comme UP, mais je le vois comme quelqu'un qui est là pour se mettre à disposition bien de la République. Et pour finir, tu as posé une question qui me tient vraiment à cœur, celle de savoir comment on peut tourner cette page des élections de 2019 et des communales. Alors, comme je le dis souvent, le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que ceux de l'opposition ne savent pas ce qu'on appelle le dialogue. Quand nous sommes en matière de dialogue, on ne fait pas des exigences. On a dit on veut dialoguer. Vous ne pouvez pas faire des injonctions, dire c'est ça on doit faire, c'est ça on doit faire, c'est ça vous voulez. Ça, ce n'est pas du dialogue. Tant que l'opposition ne va pas revoir sa copie pour savoir qu'en matière de dialogue, on n'exige pas, eh bien, la porte serait toujours fermée, même si le chef de l'État, de par le passé, a quand même donné beaucoup d'opportunités, avait tendu beaucoup assez de bras pour que le dialogue ait lieu. Mais comme ils sont des exigeants, ça ferme en quelque sorte le dialogue et cela ne facilite pas les choses. Donc j'invite l'opposition à s'imprégner de ce qu'on appelle le dialogue. Parce que de par leur comportement, je ne sens pas qu'ils se comportent comme quelqu'un qui veut vraiment aller à un dialogue. Ça me tient vraiment à cœur. Ok. Le dialogue, vous en parlez, c'est quoi? Il y en a en vue? Il y aura du dialogue avant 2023? Je n'en sais rien. Mais pourquoi vous parlez du dialogue dans ce mais puisque tu as demandé comment on peut fermer, eh bien la page, comment on peut tourner cette page des élections que j'ai ça passe pas le dialogue. Ça passe pas le dialogue, naturellement. Alors, dans le contexte actuel, vous voyez cette opposition bien organisée pouvoir se faire vraiment représenter à l'Assemblée et pour la présidentielle 2026, pouvoir tirer son épingle du jeu aussi? Pourquoi pas? C'est justement ce que je dis. C'est pourquoi je dis on ne fait pas la réforme pour aujourd'hui. Mais pour demain. Pour le temps. Okay. Donc, ils s'organisent bien, et puis en 2023, ils ont des députés, ils ont déjà leur parrain pour les élections présidentielles, eh bien, les problèmes qui se sont posés ne se poseront plus. Et on va constater, c'est à partir de ce moment que les gens puissent apprécier vraiment la valeur des réformes opérées. Mais je peux vous dire que le chef de l'État, même actuellement dans sa tête, il ne voit pas les réformes comme quelqu'un qui se fait une bonne place pour ne pas être dérangé. Parce qu'il ne voit pas aujourd'hui, il va plutôt demain. C'est ça. Ok. Oui, Marcel Zomenon, c'était position face à ces tests 2023 à portée de main ou il vaut mieux oublier? Bon, je ne sais pas si en 2023, je crois qu'il y a tout au moins... Et ça, c'est une avancée. Il y a tout au moins une partie de l'opposition qui est enregistrée, les démocrates. Si en 2023, ce parti participe, ce parti se donne les moyens de participer, je dis se donne les moyens parce que
Et à ce niveau aussi, il y a beaucoup de choses à reprocher aux opposants. Si ce parti se donne les moyens de participer, et donc s'il arrivait à avoir des députés, ça allait changer la donne. Ça allait changer la donne. Mais ça ne changera pas la donne pour tout de suite. Parce qu'il faut attendre que la Sénat actuelle finisse son mandat pour installer l'autre Sénat. Et donc... Ah bon? Oui, voilà. Donc, je dis que la Sénat actuelle organisera les législatives de 2023 et la présidentielle de 2026. Mais, comme je le disais aussi au début, ce n'est pas, il n'y a pas trop de choses à regarder du côté de la Sénat. On n'a pas trop de problèmes là. Ah oui. Je vous ai dit que c'est les gens qui exécutent les lois. Nos problèmes, c'est les lois. C'est les lois. C'est les lois. C'est les lois. Okay. Et peut-être le juge qui... Bon, ça c'est un autre débat. On ne fera pas le débat sur le juge aujourd'hui, mais je dis... Non, il y a des aspects qui appellent d'autres. On ne peut pas les occulter. On y reviendra. Mais en attendant, ce n'est que secret de polichinelle qu'avec la Sénat, il y a eu fort à dire. Monsieur Emmanuel Tiando, le professeur, s'est retrouvé dans le viseur des acteurs de l'opposition comme l'homme qui aurait effectué quelques magies avant qu'il ne les renvoie à leur test. Et lui, il était apolitique, monsieur Emmanuel Tiando. Et pourtant, il a été très indexé. Aujourd'hui, on a un homme qui a une coloration politique connue, l'ancien ministre de l'Intérieur, Sakalafia. Monsieur Meda, pour son nom, expliquait tout à l'heure qu'on doit pouvoir être rassuré avec monsieur Sakalafia. Est-ce que cette option est une option qui rassurera davantage si, avec un apolitique, on a connu ce qu'on a connu avec la Sénat hier, moins de griefs en vue, d'après vous? Non, moi, sur ce plan, je n'espère pas que le président Lafia puisse faire quelque chose d'extraordinaire. Je le vois dans la même posture, la même tendance que ceux qui sont passés. Lui, il est politique. Et donc, est-ce que dans son passé, on a trouvé des faits d'âme qui peuvent dire « Ah, mais celui-ci, quand... il sera face à certains problèmes d'éthique, de transparence, il va réagir de telle manière. » Si vous connaissez dans son parcours, que ce soit d'homme politique, puisque on le connaît beaucoup plus comme cela, puisque je ne suis pas sûr que si c'est le vétérinaire, très peu de Benoît ne le connaîtraient pas. Donc, est-ce que vous connaissez dans son parcours d'homme politique des faits d'âme qui peuvent nous amener à dire « Ah, s'il était face à une situation du genre, il allait réagir. » Moi, je ne connais pas. Et donc, à partir de ce moment que je ne connais pas, je ne peux pas dire qu'il ferait quelque chose de différent que les autres. Je me dis qu'il est coloré, il fera ce que son marigot lui demande de faire. Je n'espère pas quelque chose d'extraordinaire de ce côté-là. Je n'espère pas quelque chose... Si, à la limite, il nous évite l'humiliation. Qu'est-ce que vous appelez l'humiliation? Oui, comme cette histoire de faute mineure, faute majeure, c'est une humiliation. S'il nous évite ce genre d'humiliation, ce serait déjà bien de faire les choses dans les normes et de respecter tout au moins les tests actuels. C'est le minimum que moi j'attends. Je n'attends rien d'extraordinaire, de gens qui peuvent prendre des décisions. Je n'espère rien d'extraordinaire. Rien d'extraordinaire. Oui, UP, bon, c'est un patron à vous. Un patron, on en parle avec toute la modestie requise. mais là, on est en analyse. C'est de notoriété publique. Non, c'est de notoriété publique. Il y a eu beaucoup de griefs contre l'autorité à son poste antérieur, mais l'homme est changeant. Alors, de l'expérience que vous avez avec lui, est-ce que les Béninois peuvent être agréablement surpris avec lui à ce poste où il ne faut pas rêver? C'est difficile de répondre à une question comme celle-là, mais on va s'essayer. Monsieur Joël, oui. Je trouve la question très facile. Ce n'est pas du tout difficile. Allons-y. Bon, vis-à-vis a dit si on a des faits d'âme qui peuvent nous faire penser qu'on peut espérer. Ouais. Moi, je peux vous dire tout de suite qu'il était ministre de l'Intérieur. Mais quand on rejetait les dossiers d'enregistrement des partis politiques, l'UP aussi a vu son dossier rejeté. Moi, je faisais partie de la commission qui étudiait les dossiers. Je quittais le siège à 4h du matin parce qu'on faisait tout pour se mettre à jour. Alors, au moment où on rejetait les autres dossiers, l'UP a vu son dossier rejeté aussi plusieurs fois. Mais quand on rejette, c'est qu'on se met au travail et qu'on se met au pas. J'imagine qu'ils ne sont pas là pour réagir. Donc, c'est pour vous dire que s'il est le vice-président du parti et rejette quand même le dossier
de son propre parti, je ne crois pas que c'est quand il est maintenant à la Sénat qui ne pourra pas bien faire son Alors, travail. sur cet exemple que vous donnez, vous permettez, puisque pour cet exemple, on se rappelle un peu les FCBE qui disaient que oui, ça c'était pour nous endormir avec l'histoire des UP, parce que nous, ce qu'on nous a demandé de faire, on a tout corrigé, mais pourtant, notre dossier n'a pas été pris en compte. Est-ce que vous n'allez pas leur servir autre argument pour les rassurer? Comme je dis, ceux-là ne participent pas au plateau. Mais je crois quand même que les rejets étaient quand même motivés. C'était publié. Tout le monde savait pourquoi on enregistrait les dossiers d'FCB. Tout le monde savait pourquoi on enregistrait les dossiers de l'USL. Tout le monde savait pourquoi on enregistrait les dossiers de BIER et de l'UP aussi. C'était pas des trucs cachés. Mais si on rejette vos dossiers et vous, parce que vous êtes de l'opposition, vous refusez de vous mettre à jour, c'est votre problème. C'est ce qui s'est passé. Moi, je dis souvent, si je suis de l'opposition, je dois plutôt tout faire pour mettre à jour parce que je ne peux pas attendre des faveurs de mon adversaire. C'est ça que je n'ai pas compris chez les opposants qui refusent de se mettre à jour. Pour dire quelque chose rapidement. Oui. M. Soumenou dit souvent qu'il ne voit pas l'importance des réformes au niveau de la Sénat. Les réformes ne visent pas que... Non, je n'ai jamais dit ça. J'ai bien dit que les réformes sont pertinentes, mais que quand on les met dans le référentiel actuel, que ça donne un mauvais résultat. Et que si les élections étaient bien organisées, qu'il y avait chose là, que c'est une bonne réforme. Donc vous ne dites pas... Je vais aller au-delà même de la Allez-y. Pour voir, si on prend la Sénat sous l'ancienne forme, vous pouvez constater que c'était un ensemble. Le président était le tout-puissant. Mais aujourd'hui, quand on prend, vous voyez, le fait que c'est scindé, ça permet aussi d'avoir une transparence de la gestion financière. Vous voyez, l'autre est là en tant qu'organe de supervision, juste pour contrôler la direction générale des élections, qui est chargé d'élaborer et d'exécuter le budget. Donc, ce qui a fait qu'on assiste aujourd'hui, je vais dire, à ce partage d'attribution entre le Conseil et la direction générale des élections. Le Conseil est là pour voir comment le budget est exécuté. C'est la direction qui exécute. Et le conseil valide, et c'est la direction qui exécute. Vous voyez, ce n'était pas le cas. Il y avait un secrétaire permanent, mais n'était pas compétent pour ce qui concerne le budget. Vous voyez déjà, voilà un autre côté des réformes que les gens ne... Alors, Alors, non, je veux dire juste 2 mots rapidement. Allez-y pour les 2 mots. L'affaire de faute mineure et de faute majeure. Alors, quand les gens parlent de faute mineure et de faute majeure, je me demande s'ils n'ont pas suivi la conférence de presse. Non, ils ont suivi, mais n'ont pas été convaincus. Vous l'avez constaté, n'ont pas été convaincus. Moi, je me suis rapproché un peu des responsables de la Sénat pour comprendre qu'est-ce que vous mettez dans faute majeure et faute mineure. Mais quand on m'a expliqué ce que c'est, je peux vous dire que... Vous avez compris. J'ai compris. Bon. On dit faute mineure. Ce sont des fautes qui n'émanent pas du candidat. Je donne un exemple tout simple. Je vais au tribunal, je dépose mon adresse pour demander casier judiciaire. Et en établissant le casier judiciaire, le tribunal n'a pas respecté l'ordre de mes prénoms sur mon acte de naissance. Quand on constate ça, est-ce que c'est moi-même j'ai établi le casier judiciaire? Ah ben ces fautes-là sont arrivées à d'autres formations. Attendez. Est-ce que c'est moi-même qui ont été exclus? Qui ont vu le dossier? Je regarde mon vis-à-vis. C'est pourquoi je vous dis, mais quand on prend des fautes comme ça, c'est des fautes que la Sénat a qualifiées de fautes mineures. Ce sont des fautes qui ne sont pas imputables au candidat. Mais quand on prend les fautes majeures, je prends quelqu'un qui a inséré dans son dossier la carte d'électeur d'une autre personne, mais c'est de sa faute. Oui, mais donc les fautes qui sont imputables au candidat sont qualifiées de fautes majeures. Mais est-ce que si on constate que le candidat n'est pas responsable de cette faute-là... Mais est-ce que vous rappelez qu'il y a des formations qui sont montées au créneau? Je me rappelle surtout avec M. Basile Rossi, qui s'est vu, c'est pendant qu'on établissait son papier, qu'on lui a attribué un prénom en complément, une orientation, une origine qui n'est pas la sienne, et pourtant son dossier a été rejeté. Tout ça a créé l'incompréhension. Quand on parle du rejet du dossier, les gens doivent comprendre que les choses ne se passent plus comme avant. Bon, on va évoluer. Quand un dossier a un problème, tout le reste est rejeté. On va évoluer. Mais concernant, oui, mais malheureusement, c'est des sujets qui ont fortement divisé. Et malheureusement aussi, au compte, à l'heure du bilan, on constate qu'il y a eu 3 scrutins pendant le quinquennat du chef de l'État qui ont été émaillés, ponctués de beaucoup de heurts. Il y a eu aussi des cas de décès. Alors, 2023 pourra-t-elle, cette année-là, faire la différence? Marcel Soumenou. Avant de venir à 2023, je voulais réagir un peu sur ce que mon ami vis-à-vis a dit. Bon,
Je ne sais pas si nous sommes dans le même pays, puis les informations que j'apprends, quand on dit, le président Sakalafia, quand il était ministre, il a recalé les dossiers de UP et de bière. Moi, je trouve que ce n'est pas des arguments solides, parce qu'il les a réités, mais il les a donné les récépissés quelques minutes après. Pour utiliser cette formule, c'est pour dire qu'il les a donné les récépissés très vite. Ils ne sont pas gênés pour ça. Mais par contre, il a accepté que dans un parti comme les FCBE, un groupe de gens puisse transformer des documents en dehors des organes compétents et de les introduire pour qu'ils leur donnent de récépissés. Ou bien on n'est pas dans le même pays. Je voudrais rappeler toutes ces choses-là. On sait dans quelles conditions les FCBE et l'OMP ont eu le récépissé. Des gens sont encore là, ils peuvent encore faire des témoignages sur ce plateau. Et si lui, il a pu permettre cela, ça veut dire qu'il n'est pas neutre dans cette affaire-là. On ne peut pas dire que le ministre Sakalafia est resté neutre dans la gestion des récépissés. Candide Azanaï, je l'ai vu, et il a fait des conférences pour dire, mais au moment où on reprochait aux gens de ne pas avoir le nombre requis de membres fondateurs par commune, moi j'en ai donné plus. Et pourtant, on l'a fait traîner avant de lui donner, au finish on lui a donné le récépissé. Et donc cette gestion qu'il a fait, la finalité, c'est que certains partis n'ont pas pu avoir les récépissés pour aller aux élections législatives. C'est la finalité de l'action que moi je vois. Je ne vois pas ce qu'on a fait au milieu ou au début. C'est la finalité. Tout a concouru à ce qu'on n'ait pas FCBE sous sa forme réelle, sous sa forme originelle aux élections. Et puis pour les démocrates, on sait quelle peine ils ont eu avant d'avoir leur récépissé. Et donc, moi, je ne suis pas convaincu qu'il ait bien géré ce dossier et qu'il a fait un effort d'être au-dessus des injonctions qui peuvent venir de son camp politique. Ceci dit, ça m'amène, pour répondre à votre question, 2023, oui, c'est un autre challenge. Et je dis, ce qui fera qu'on aura des élections pacifiques, ce qui fera qu'on aura des élections transparentes, c'est deux choses. Ouais. C'est de permettre, ça c'est un élément fondamental, c'est de permettre, je ne sais pas si c'est le mot que je dois utiliser, c'est de permettre qu'il y ait cette fois-ci au moins un parti de l'opposition. Ouais. Et on n'en a qu'un seul. Il y a FCBE qui est là. Non. Mais pourquoi vous ne vous demandez pas, les FCBE ont été présentes aux 2 dernières élections. Mais est-ce que vous avez l'impression que sur le plan de la morosité, sur le plan de la psychose politique, pourquoi ils ont été aux élections et pourtant les ont été plus violents cette fois-ci? Pourquoi vous ne vous pas? Ça veut dire qu'ils n'ont pas contribué à quelque chose, leur participation n'a pas contribué à quelque chose. C'est pourquoi ils vous disent que ce parti, cessez de le considérer comme un parti d'opposition. En tout cas, l'opinion reste libre sur le plateau, oui. Oui. Donc, ça c'est mon point de vue. Donc vous auriez souhaité que le seul parti de l'opposition que moi je connais, c'est les démocrates qui puissent participer. Et je disais tout à l'heure qu'eux-mêmes doivent se donner les moyens. Parce qu'on ne peut pas rester là tout le temps à dire c'est le gouvernement qui n'a pas la bonne volonté. Il faut qu'eux-mêmes travaillent pour ça. Okay. Et c'est là peut-être qu'eux aussi, on ne les voit pas assez. Et donc, si on a les démocrates à ces élections, vous allez voir, ça va faire baisser la tension de façon considérable dans le pays. Et les tensions que nous avons vues, vous allez voir, ça sera moins. Deuxième chose, oui. Il faut que la structure organisatrice, c'est vrai qu'on sait maintenant qu'ils sont tous d'un côté, mais qu'ils fassent l'effort de ne pas nous montrer les humiliations qu'on a observées par le passé. Et enfin, il faut que le juge aussi fasse l'effort d'être un peu intègre, un peu impartial. Bien entendu. Si nous avons ces 3 éléments, nous aurons, vous allez voir les élections. Que faire pour que 2023 soit sans heure? Monsieur, je vais sans répéter, mon cher René. Oui. Je pense qu'il a fait de très belles propositions. Mais à cela, je vais ajouter, comme je viens de le dire, oui. Il faudrait que ceux de l'opposition savent ce qu'on appelle le dialogue. Okay. C'est important. Et en plus c'est de une cela, bonne idée. Et en plus de cela, il vient de le dire, pour une organisation se prépare. Se prépare, tout à fait. Vous avez vu ce qui s'est passé pour les élections présidentielles ou votre conclusion? Pourquoi c'est bon, en tout cas, je garde l'espoir
que 2023 va baisser considérablement la tension pour qu'on retrouve le Bénin que nous avons toujours souhaité avoir. S'il te plaît, Marcel, oui. Non, je dis la même chose que mon vis-à-vis. Merci alors à vous. Il faut travailler à ce que ce dialogue puisse se tenir et il faut travailler à ce que l'opposition également se prépare pour compétir. Merci à vous, M. Marcel Zoumenou. Merci à vous, M. Meda Bessonon. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour la disponibilité permanente. 100% Bénin, oui, ça va être tout pour aujourd'hui. À très bientôt.